Pendant plusieurs décennies, Jean-Marie Bigard a fait rire la France avec une force, une énergie et une liberté de ton qui semblaient ne connaître aucune limite. Dès qu'il apparaissait sur scène, sa voix puissante remplissait la salle, ses gestes excessifs captaient immédiatement l'attention et son langage volontairement cru déclenchait autant d'éclats de rire que de réactions indignées. Aux yeux du public, il était cet homme incontrôlable, ce provocateur capable de transformer les sujets les plus embarrassants en moments de comédie populaire. Il semblait solide, presque indestructible, comme si aucune blessure ne pouvait réellement atteindre celui qui riait de tout. Pourtant, derrière cette apparence de force se cachait depuis toujours un homme profondément vulnérable. Le rire de Jean-Marie Bigard ne fut jamais seulement un outil professionnel destiné à divertir une foule. Il devint progressivement une armure, une façon de dissimuler des douleurs anciennes et de maintenir à distance les souvenirs les plus sombres. Plus il faisait rire les autres, plus il semblait vouloir empêcher sa propre tristesse de reprendre toute la place. Avant la célébrité, avant les salles combles et les émissions regardées par des millions de téléspectateurs, Jean-Marie Bigard était un jeune homme issu d'un milieu modeste. Son enfance se déroula loin des projecteurs et des privilèges du monde artistique. Dans son environnement familial, le travail occupait une place essentielle. L'argent n'était pas abondant, les perspectives étaient incertaines et rien ne permettait d'imaginer qu'il deviendrait un jour l'un des humoristes les plus connus de France. Il ne possédait ni relations influentes, ni fortune, ni parcours tracé d'avance. Il devait construire seul son avenir, accepter les petits emplois, les hésitations et les périodes de doute. Cette jeunesse difficile forgea son tempérament. Elle lui apprit la résistance mais aussi la peur du manque et de l'échec. Chez lui, le besoin de réussir ne relevait pas uniquement de l'ambition. Il semblait lié à une volonté de ne jamais redevenir cet homme impuissant face aux difficultés. Mais l'épreuve qui bouleversa définitivement sa vie ne fut pas professionnelle. Elle fut familiale, brutale et irréversible. Alors qu'il était encore jeune, son père fut assassiné. Cet événement ne représenta pas un simple deuil. Il fut une rupture profonde, une violence capable de changer pour toujours la manière dont un fils regarde le monde. Perdre un parent est déjà une douleur difficile à exprimer. Le perdre dans des circonstances violentes ajoute des questions auxquelles aucune réponse ne peut réellement apporter la paix. Pourquoi lui ? Pourquoi ainsi ? Aurait-on pu empêcher le drame ? Comment continuer à vivre lorsque la personne qui incarnait la stabilité familiale disparaît soudainement ? Pendant des années, cette blessure resta présente dans la mémoire de l'humoriste. Derrière chaque rire, il y avait peut-être le souvenir de ce père absent. Derrière chaque provocation, peut-être une colère plus ancienne. Derrière chaque besoin de parler fort, peut-être la peur du silence. Jean-Marie Bigard expliquera plus tard avoir choisi de pardonner à l'homme responsable de la mort de son père. Une telle décision ne peut être comprise comme un oubli ou comme une minimisation du crime. Pardonner ne signifie pas que la souffrance disparaît. Cela ne rend pas la victime à sa famille et ne supprime pas l'injustice. Mais pour Bigard, ce choix semblait représenter une manière de ne pas devenir prisonnier de la haine. La vengeance intérieure aurait pu dévorer sa vie. En refusant de laisser l'assassin de son père occuper chaque pensée, il tentait de reprendre le contrôle de son propre destin. Ce pardon fut probablement l'un des combats les plus difficiles de son existence. Un combat invisible, bien éloigné de l'image du comique exubérant présenté à la télévision. Comme si cette première perte ne suffisait pas, sa mère fut ensuite touchée par la maladie avant de disparaître à son tour. En peu de temps, Jean-Marie Bigard perdit les deux figures centrales de son enfance. Celui qui cherchait encore sa voie dut apprendre à avancer sans les personnes qui l'avaient vu grandir, sans leurs conseils et sans leur présence rassurante. La mort de ses parents transforma son rapport à la vie. Très tôt, il comprit que tout pouvait s'arrêter sans avertissement. Le bonheur, la famille et la sécurité n'étaient jamais définitivement acquis. Cette conscience de la fragilité humaine explique peut-être en partie l'urgence qui caractérisa toute sa carrière. Il fallait rire fort, parler fort et vivre intensément comme si chaque représentation pouvait être la dernière. Son humour devint alors une forme de survie. Là où certains choisissent le silence ou l'isolement, Bigard choisit l'excès. Il transforma la tristesse en spectacle, l'angoisse en caricature et la peur en rire collectif. Le titre de son autobiographie, Rire pour ne pas mourir, résume avec une précision bouleversante cette philosophie. Il ne riait pas parce que la vie était légère. Il riait précisément parce qu'elle pouvait être insupportablement lourde. Lorsqu'il monta sur les premières scènes, le succès ne fut pas immédiat. Il connut des refus, des périodes d'incertitude et la peur de ne jamais parvenir à vivre de son talent. Son humour dérangeait. Son style semblait trop direct, trop bruyant ou trop populaire pour certains professionnels. Pourtant, il refusa de devenir plus discret afin de correspondre aux attentes. Il choisit au contraire d'accentuer ce qui le rendait différent. Sa participation à l'émission La Classe marqua un tournant décisif. Le grand public découvrit un humoriste sans filtre, capable de raconter les faiblesses humaines sans élégance artificielle.
Son langage parlait à ceux qui ne se reconnaissaient pas dans un humour trop intellectuel. Il racontait la vie quotidienne, les relations, la honte, le corps et les contradictions ordinaires. Là où certains artistes cherchaient à séduire les critiques, Bigard cherchait d'abord à faire rire les gens. Le succès fut spectaculaire, mais il enferma également l'artiste dans un personnage toujours plus exigeant. Le public attendait la provocation. À chaque nouveau spectacle, il fallait parler plus fort, aller plus loin et franchir une nouvelle limite. Jean-Marie Bigard devint prisonnier de l'image qui l'avait rendu célèbre. Plus les spectateurs riaient, moins ils percevaient l'homme derrière le masque. Ils voyaient le provocateur, rarement le fils endeuillé. Ils entendaient les plaisanteries, mais pas toujours la tristesse qui les avait peut-être rendues nécessaires. La première grande tragédie de Jean-Marie Bigard se trouve dans ce paradoxe. Il consacra son existence à offrir de la joie à des millions de personnes, mais aucune salle remplie ne pouvait réparer les pertes de son enfance. Aucun applaudissement ne pouvait ramener son père. Aucun succès ne pouvait lui permettre de revoir sa mère. Lorsque les projecteurs s'éteignaient, que le public quittait la salle et que le silence revenait, le personnage disparaissait progressivement. Il ne restait plus l'humoriste immense, l'homme aux gestes démesurés ou la vedette populaire. Il restait simplement un fils portant deux absences impossibles à combler. Et peut-être que toute sa carrière ne fut finalement qu'une longue tentative pour empêcher ce silence de devenir trop lourd. Et peut-être que toute sa carrière ne fut finalement qu'une longue tentative pour empêcher ce silence de devenir trop lourd. Car lorsque le succès arriva enfin, il ne fit pas disparaître les blessures anciennes. Il les recouvrit simplement d'applaudissements, de lumière et de reconnaissance. Jean-Marie Bigard entra alors dans une période où tout semblait possible. Son nom devint familier, ses spectacles attirèrent un public toujours plus nombreux et sa manière de parler, si directe et parfois si dérangeante, s'imposa comme une véritable signature. Il ne ressemblait à personne d'autre. Là où certains humoristes cultivaient l'élégance ou la subtilité, Bigard assumait l'excès. Il parlait du corps, du couple, de la sexualité, de la honte et des petites humiliations du quotidien avec une brutalité volontaire. Cette liberté de ton choquait une partie du public, mais elle en libérait une autre. Beaucoup de spectateurs avaient l'impression qu'il disait à voix haute ce que les autres n'osaient même pas penser. Les salles se remplirent, les émissions de télévision se multiplièrent et l'humoriste connut une ascension spectaculaire. Il passa du statut d'artiste populaire à celui de phénomène national. Son succès atteignit un sommet lorsqu'il se produisit devant une foule immense au Stade de France. Peu d'humoristes pouvaient prétendre avoir rassemblé autant de personnes dans un même lieu. Pour celui qui avait commencé sans fortune, sans réseau et sans certitude, cette soirée ressemblait à une revanche sur toutes les années d'angoisse. Devant cette foule, Jean-Marie Bigard semblait avoir gagné son combat contre le destin. Le jeune homme, marqué par les pertes familiales, était devenu une vedette capable de faire rire des dizaines de milliers de personnes en même temps. Pourtant, les triomphes publics ne garantissent jamais la paix privée. Plus son image grandissait, plus sa vie personnelle devenait complexe. Derrière les sourires et les photographies se cachait notamment un profond désir de paternité. Avec sa première épouse, Claudia, il affronta un parcours long et douloureux pour avoir un enfant. Les tentatives médicales, les espoirs déçus et l'attente répétée imposèrent au couple une épreuve que les spectateurs ne pouvaient pas toujours imaginer. Pendant que le public voyait un homme exubérant, capable de plaisanter sur tout, Bigard vivait l'incertitude la plus intime, celle de ne jamais devenir père. La naissance de son fils Sacha représenta donc un bouleversement immense. Après tant d'attentes, l'enfant incarnait la victoire de la vie sur les années de doute. Mais cette joie fut accompagnée par une nouvelle blessure. Le bébé qui aurait dû être le jumeau de Sacha ne survécut pas. Une fois encore, le bonheur et le deuil entrèrent ensemble dans l'existence de Jean-Marie Bigard. Il est difficile d'imaginer la contradiction émotionnelle d'un tel moment. Comment célébrer pleinement une naissance lorsque l'absence d'un autre enfant est présente dès le premier jour? Comment sourire sur les photographies familiales tout en sachant qu'une place restera définitivement vide? Cette expérience renforça probablement chez lui la peur ancienne de perdre ceux qu'il aimait. La vie sentimentale de l'humoriste connut ensuite une nouvelle étape avec Lola Marois. Leur rencontre marqua un tournant important. Malgré leurs différences d'âge et les commentaires extérieurs, ils construisirent une relation durable et fondèrent une famille. Leur mariage ouvrit un nouveau chapitre, mais là encore, le bonheur fut rapidement confronté à l'angoisse. Lola Marois donna naissance à des jumeaux, Jules et Bella, arrivés très prématurément. Pour Jean-Marie Bigard, qui avait déjà connu la perte d'un enfant, cette naissance fragile réveilla les peurs les plus profondes. Les premiers jours de ces enfants ne furent pas seulement remplis de joie. Ils furent accompagnés par l'attente, les examens, l'inquiétude et cette sensation terrible de ne pouvoir contrôler le destin. Sur scène, ils pouvaient diriger le rythme d'un spectacle. Ils savaient quand faire une pause, quand hausser la voix et comment provoquer le rire. À l'hôpital, aucune plaisanterie ne pouvait modifier les chiffres affichés sur un écran.
Aucun applaudissement ne pouvait renforcer immédiatement le corps fragile d'un nouveau-né. La célébrité, dans ces moments, devenait inutile. Cette impuissance est peut-être l'une des choses les plus difficiles à accepter pour une personnalité habituée à maîtriser son image. Bigard pouvait remplir des salles, gagner beaucoup d'argent et être reconnu dans la rue, mais il restait un père comme les autres, face à la peur. Lorsqu'un enfant lutte pour sa santé, le succès cesse soudainement d'avoir de l'importance. À cette fragilité familiale s'ajoutèrent ses propres problèmes physiques. Jean-Marie Bigard dut vivre avec le diabète et suivre un traitement régulier. Cette maladie chronique imposait une discipline peu compatible avec l'image d'un homme excessif, toujours en mouvement et prêt à repousser ses limites. Derrière l'énergie affichée se trouvait un corps qui demandait de l'attention. Le temps commença également à laisser ses traces. Le rythme des tournées, les voyages, les représentations tardives et les années de fatigue accumulées transformèrent progressivement sa manière de travailler. L'artiste qui semblait autrefois inépuisable dut apprendre à écouter les avertissements de son corps. Le vieillissement ne signifie pas seulement perdre de la force. Pour un homme de scène, il oblige à redéfinir son identité. Jean-Marie Bigard avait construit son personnage sur la puissance, la démesure et la sensation de liberté absolue. Accepter la fatigue revenait donc à reconnaître que ce personnage n'était pas éternel. Chaque douleur, chaque traitement et chaque période de repos lui rappelaient que le temps avançait, même pour ceux que le public imagine invincibles. Parallèlement, l'époque changeait. L'humour qui avait contribué à son immense succès commença à être regardé différemment. Les mots, les sujets et les caricatures qui déclenchaient autrefois des rires collectifs furent progressivement analysés avec une plus grande sévérité. Les sensibilités évoluaient et avec elles, les limites de ce que la société acceptait dans le domaine de la comédie. Pour une partie du public, Bigard restait le symbole d'une liberté de parole sans filtre. Pour d'autres, son humour semblait appartenir à un monde dépassé. Certaines plaisanteries furent jugées offensantes, vulgaires ou incompatibles avec les nouvelles attentes sociales. L'artiste se retrouva alors dans une position difficile. Modifier son style aurait pu être perçu comme une trahison, mais continuer sans changement risquait de l'éloigner d'une nouvelle génération. Il choisit souvent la confrontation. Plutôt que de se faire discret, il défendit son droit à l'excès et multiplia les déclarations provocatrices. Cette attitude renforça la fidélité de ses admirateurs les plus convaincus, mais elle augmenta aussi les critiques. Peu à peu, l'homme de spectacle fut davantage associé à ses controverses qu'à ses performances. Cette évolution fut sans doute douloureuse. Après avoir passé tant d'années à être applaudi, il devait désormais supporter d'être résumé par quelques phrases polémiques. Les succès passés semblaient en s'éloigner, tandis que chaque nouvelle déclaration pouvait devenir un sujet de débat national. Le personnage qu'il avait créé pour survivre commençait à se retourner contre lui. Il existe une cruauté particulière dans la célébrité. Le public aime parfois un artiste pour les mêmes raisons qui finiront plus tard par le condamner. Bigard avait été récompensé pour son absence de filtre, son langage cru et son refus des conventions. Des années plus tard, ces caractéristiques furent précisément celles qui alimentèrent son isolement médiatique. Pourtant, il continua à monter sur scène. Il refusa de disparaître sans combattre. Chaque spectacle devenait une manière de prouver que son public existait encore et que tous ne l'avaient pas abandonné. Tant qu'une salle riait, il pouvait croire que son histoire n'était pas terminée. Mais derrière cette résistance se cachait une peur profonde, celle de perdre successivement sa santé, sa famille, son public et la place qu'il avait conquise. Après avoir tant souffert pour atteindre le sommet, Jean-Marie Bigard devait désormais regarder ce sommet s'éloigner lentement. Et pour un homme qui avait toujours parlé plus fort que ses blessures, le plus difficile n'était peut-être pas de vieillir. Le plus difficile était de comprendre qu'un jour, même les rires les plus puissants finissent par devenir des souvenirs. Et pour un homme qui avait toujours parlé plus fort que ses blessures, le plus difficile n'était peut-être pas de vieillir. Le plus difficile était de comprendre qu'un jour, même les rires les plus puissants finissent par devenir des souvenirs. Des souvenirs d'une époque où Jean-Marie Bigard apparaissait régulièrement sur les écrans, où ses répliques étaient à répéter dans les cafés, les bureaux et les repas de famille, et où son nom suffisait à remplir les plus grandes salles de France. À mesure que les années passaient, le monde autour de lui se transforma. La télévision généraliste, qui avait autrefois offert aux humoristes une visibilité immense, perdit progressivement son rôle central. Le public se dispersa sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de vidéo à la demande. Les artistes ne s'adressaient plus au même moment à des millions de personnes réunies devant un écran. Chacun évoluait désormais dans son propre univers, avec ses références, ses valeurs et ses limites. Jean-Marie Bigard appartenait à une génération construite dans un autre paysage médiatique. Il avait connu une France où une émission populaire pouvait changer une carrière en quelques minutes. Une apparition réussie était capable de rendre un artiste célèbre dès le lendemain. Le rire était collectif, immédiat et souvent moins surveillé.
Une plaisanterie pouvait choquer dans l'instant puis disparaître avec la fin du programme. Aujourd'hui, chaque parole reste enregistrée. Une phrase ancienne peut être isolée de son contexte, rediffusée des années plus tard et jugée selon les valeurs d'une nouvelle époque. Pour un humoriste ayant fondé son identité sur la transgression, cette transformation représente une épreuve redoutable. Le scandale ne dure plus quelques jours. Il peut accompagner durablement une réputation. Bigard découvrit ainsi que le territoire sur lequel il avait bâti son empire n'existait plus de la même manière. Les salles n'avaient pas totalement cessé de l'accueillir, les admirateurs fidèles continuèrent de défendre son humour, mais sa présence médiatique n'avait plus l'évidence d'autrefois. Les nouvelles générations connaissaient de parfois davantage ses polémiques que les spectacles qui avaient construit sa légende. Cette situation possède une dimension profondément mélancolique. Comment vit-on lorsque l'on a connu des foules immenses, puis des silences de plus en plus longs ? Comment accepte-t-on de devenir une figure du passé lorsque l'on se sent encore capable de créer, de parler et de faire rire ? La célébrité habitue les artistes à la lumière, mais elle ne leur apprend presque jamais à vivre lorsque cette lumière commence à s'éloigner. Pour Jean-Marie Bigard, le retrait n'a jamais semblé naturel. Son tempérament, son besoin de s'exprimer et sa peur de l'oubli le poussaient à revenir encore et encore. Chaque apparition était une manière de rappeler qu'il était toujours présent. Chaque déclaration, même controversée, empêchait le silence de s'installer complètement. Il préférait probablement être critiqué plutôt qu'effacé. Certains interprétèrent cette attitude comme une incapacité à accepter le changement. D'autres y virent le courage d'un homme refusant de renier ce qui l'avait rendu célèbre. La vérité se situe sans doute entre les deux. Bigard reste un artiste façonné par une époque précise, mais aussi un homme ayant besoin du public pour continuer à se sentir vivant. La scène n'était pas seulement son lieu de travail. Elle était l'endroit où ses blessures trouvaient une forme, où ses peurs devenaient des histoires, et où le rire du public lui confirmait qu'il n'était pas seul. Descendre définitivement de scène aurait donc signifié bien davantage que prendre sa retraite. Cela aurait ressemblé à l'abandon d'un refuge construit pendant toute une vie. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la prétendue « triste fin » évoquée par les titres sensationnalistes. Il ne s'agit pas de la mort de Jean-Marie Bigard, ni d'une tragédie soudaine annoncée quelques minutes auparavant. Rien ne permet de présenter une telle affirmation comme un fait. La véritable fin est plus lente, plus discrète et peut-être plus douloureuse. Celle d'une époque où il occupait le centre du rire populaire français. Cette disparition progressive n'efface pourtant pas ce qu'il a accompli. Pendant plusieurs décennies, il a rassemblé un public considérable. Il a donné une voix à une forme d'humour direct, populaire et volontairement excessive. Ces spectacles ont accompagné la vie de nombreux Français. Certains les regardaient en famille, d'autres répétaient ses sketchs entre amis. Même ceux qui rejetèrent sa vulgarité connaissaient son nom, sa voix et son personnage. Son héritage ne sera jamais simple. Les admirateurs retiendront l'homme capable de faire rire une salle entière avec une seule expression, l'artiste généreux qui se livrait totalement sur scène et le provocateur refusant la langue de bois. Ses détracteurs se souviendront de certaines paroles blessantes, de ses excès et de ses prises de position contestées. Ces deux visions ne s'annulent pas. Elles montrent la complexité d'un personnage qui n'a jamais suscité l'indifférence. Jean-Marie Bigard fut à la fois une immense vedette populaire et un homme profondément controversé. Il pouvait provoquer l'indignation par une phrase, puis bouleverser son public en parlant de la mort de son père, de la maladie de sa mère ou de la fragilité de ses enfants. Derrière le langage cru se trouvait souvent une peur ancienne, la peur de perdre. Il avait perdu ses parents, connu le deuil autour de la naissance de son fils et tremblé pour ses jumeaux prématurés. Il avait également vu s'éloigner peu à peu le monde médiatique dans lequel il régnait autrefois. Toutes ces pertes formèrent un fil invisible reliant les différentes périodes de son existence. Peut-être est-ce pour cela qu'il continua si longtemps à parler avec autant de force. Chaque éclat de voix semblait dire qu'il était encore là. Chaque rire arraché au public devenait une petite victoire contre le temps, la maladie et l'oubli. Tant qu'un spectateur riait, l'histoire pouvait continuer. Un jour, comme pour tous les artistes, le rideau tombera définitivement. Les lumières s'éteindront, les fauteuils resteront vides et les applaudissements n'existeront plus que dans les archives. Mais cela ne signifiera pas que Jean-Marie Bigard aura disparu de la mémoire collective. Ses spectacles, ses excès, ses triomphes et ses blessures resteront liés à une période importante de l'humour français. Il serait donc injuste de résumer son parcours à une chute, à une polémique ou à une formule dramatique. Sa vie raconte quelque chose de plus universel, la fragilité cachée derrière la célébrité. Elle rappelle que l'argent, la reconnaissance et les applaudissements ne protègent ni du deuil, ni de la maladie, ni du vieillissement. Jean-Marie Bigard aura passé une grande partie de son existence à faire rire pour ne pas mourir intérieurement. Il aura transformé ses douleurs en énergie, ses peurs en provocation et son besoin d'amour en spectacle gigantesque.
Sous le masque du comique sans limite se trouvait toujours un homme cherchant à échapper au silence. Alors imaginons une dernière scène. Jean-Marie Bigard avance lentement vers le centre du plateau. Son corps porte le poids des années, mais sa voix reste reconnaissable entre toutes. Face à lui, le public attend. Pendant quelques secondes, aucun mot n'est prononcé. Puis il commence à raconter une histoire. Un premier rire éclate, bientôt suivi par des centaines d'autres. À cet instant, les blessures anciennes, les critiques et la peur de disparaître semblent s'éloigner. Il ne reste plus qu'un homme devant son public, fidèle au seul remède qu'il ait véritablement connu. Faire rire, encore une fois, pour repousser la tristesse. Faire rire pour défier le temps. Et surtout, faire rire pour ne jamais être totalement oublié. Et surtout, faire rire pour ne jamais être totalement oublié. Car au-delà des polémiques, des excès et des jugements, l'histoire de Jean-Marie Bigard nous rappelle qu'un artiste n'est jamais uniquement le personnage qu'il présente devant les caméras. Derrière la voix tonitruante et les plaisanteries provocatrices se cache un homme qui a aimé, perdu, souffert et lutté pour continuer à avancer. Sa véritable tragédie ne réside pas dans une annonce sensationnelle, mais dans cette bataille silencieuse contre le temps, la maladie et la peur de voir disparaître tout ce qu'il avait construit. Un jour, les projecteurs s'éteindront, mais les rires qu'il a provoqués resteront dans la mémoire de ceux qui l'ont suivi. Et vous, quel souvenir gardez-vous de Jean-Marie Bigard? Pensez-vous que son humour appartient désormais au passé? Ou qu'il conserve encore une place unique dans la culture française? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au destin, aux secrets et aux épreuves des grandes personnalités françaises. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle histoire.